Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la revue Blockchain et Crypto-paiement. Depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, donc depuis quelques semaines seulement, j'ai remarqué que ValueChain est devenu un capteur des événements, de l'évolution et des informations d'un écosystème très riche et très dynamique. Et ce que je peux constater, c'est que la qualité des informations, la quantité, l'intensité et la richesse, elle est en train d'augmenter d'une façon accélérée, ce qui est la conséquence d'un dynamisme très fort de cet écosystème. Commençons par la première information. BIS, Bank of International Settlements, ou en anglais la BRI, qui est la Banque des règlements internationaux, est une organisation interbanque centrale. C'est une société qui est détenue par les actionnaires qui sont les banques centrales partout au monde. Elle est fondée en 1930. Elle est située à Bâle, en Suisse. Elle a un rôle très important dans l'interopérabilité, de l'intégration des flux, des règlements et des réserves entre les banques centrales. Donc BIS, elle organise chaque année un sommet, il s'appelle BIS Innovation Summit. Celui de 2022, il avait aussi le sujet de la monnaie, des technologies et des innovations. Dans ce contexte, le gouverneur de la Banque de France, M. François Villeroy de Galhau, a donné un discours très riche et très important qui s'intitule « Les banques centrales dans un monde de DLT ». Les DLT, pour rappel, ce sont la technologie des registres distribués, qui est un surensemble des blockchains, donc qui est l'ensemble qui contient des cas particuliers de type blockchain public, tels que Ethereum ou Bitcoin, classiquement. Mais en fait, ça parle seulement de la technologie de registre distribué qui contient les fonctionnalités de smart contract, mais qui ne contient pas nécessairement une crypto-monnaie intrinsèque à la DLT. Si une DLT contient une crypto-monnaie, dans ce cas-là, il convient de l'appeler une blockchain. Donc, dans son discours, M. François Villeroy de Galhau, il a dressé un bilan de toute l'évolution de la technologie blockchain, de l'évolution aussi de la Banque centrale, Banque de France, en termes d'adoption, en termes de réflexion pour l'avenir, que ce soit en réglementation, en l'émission d'une monnaie numérique de banque centrale, et quel rôle d'innovation la DLT peut prendre dans les banques centrales au monde. Dans son discours, voici quelques extraits importants. Le gouverneur de Banque de France a déclaré que les technologies du registre distribué DLT ont évolué et ouvert de nouvelles possibilités, créant des circuits alternatifs et supprimant les intermédiaires, soutenant de nouvelles solutions et cas d'usage. Donc ce qui est plutôt un avis très positif sur les opportunités et l'importance de telles révolutions apportées par la blockchain et Bitcoin au départ, mais qui ont évolué après. Le gouverneur de la Banque centrale déclare que Bitcoin ne représente aucune des caractéristiques fondamentales d'une monnaie. Alors c'est une déclaration constante des gouverneurs de la Banque centrale, notamment à Banque de France. Il rappelle que Bitcoin ne constitue pas non plus une réserve de valeur, mais plutôt être un actif spéculatif qui s'apparente un peu aux bulbes de tulipes aux Pays-Bas au XVIIe siècle. Donc on peut ne pas être d'accord avec cette déclaration, simplement parce que certains pays ne sont pas d'accord, qui ont adopté Bitcoin comme monnaie légale et en cours légal, et même cours forcé, comme le Salvador, ou d'autres pays qui le considèrent. Mais même sans prendre en compte ces pays-là, c'est peut-être aussi une révolution, c'est la promesse de Bitcoin d'être une révolution de la monnaie en soi. Et même si aujourd'hui, l'usage du Bitcoin n'est pas gagné en tant que moyen de paiement, c'est sa bataille, c'est sa dernière bataille, c'est sa plus grande bataille aujourd'hui, de devenir un moyen de paiement. Et c'est pour cela que peut-être le Lightning Network est une approche intéressante pour aider Bitcoin à devenir un moyen de paiement. Et donc, s'il est utilisé comme moyen de paiement, il peut être utilisé comme une unité de compte, malgré parfois son instabilité. Et pareil, il est déjà utilisé comme réserve de valeur, malgré son instabilité et sa fluctuation. En réalité, sa fluctuation, elle est plutôt dans le sens positif. Au bout de 2 ans, il augmente en termes de valorisation, il fait x2. En revanche, il est intéressant de zoomer sur l'analogie que le gouverneur de la Banque de France a faite avec les bulbes de tulipes, donc ce qu'on appelle communément la tulipe mania. Ce n'est pas la première fois que des gouverneurs de banque centrale ou que des économistes font cette approche-là, en rappelant qu'il se peut que Bitcoin soit simplement une bulle excessive ou un moulin à vent. Avant d'analyser cette analogie, voyons d'abord un petit rappel de c'était quoi la tulipe mania. Donc la tulipomanie. La tulipomanie est une crise économique d'un éclatement d'une bulle financière qui a eu lieu aux Pays-Bas durant à peu près une période de quelques mois, entre 1636, novembre 1636 et février 1637, et donc dans laquelle la valeur des bulbes de tulipes, notamment certaines tulipes très rares, mais aussi des tulipes communes, elle a augmenté d'une façon incroyable pour donner des valeurs complètement illogiques
décorrélée et détachée de toute valeur de biens réels, jusqu'à éclater et faire la ruine de tous ceux qui étaient en train de commercer entre la France, l'Allemagne et d'autres pays, avec les Pays-Bas et la Belgique, sur la valeur de ces tulipes, notamment sur des contrats futurs en plus. Simplement parce que la tulipe, elle ne pousse que pendant 2 mois durant l'année, et donc il fallait faire des contrats avec les agriculteurs pour les acheter en avance, et il y avait de la spéculation même sur ces contrats-là. Donc juste avant l'explosion de la bulle spéculative, un bulbe de Semper Augustus affiché ici, donc une tulipe assez rare et assez difficile à produire, pouvait s'échanger contre 5 hectares de terre. Cette information, elle a été rapportée dans un livre des années 19e siècle, donc 1800, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, de Charles Mackay, qui est un journaliste économiste anglais. Il a rapporté dans son livre comment on peut avoir des phénomènes de société, des phénomènes économiques dans lesquels les gens vont croire en une valeur et par un mécanisme de copier-coller ou de réflexe, les gens vont continuer à l'acheter, à faire augmenter sa valeur, à créer une bulle, sauf qu'il n'y a pas de sous-jacent pour soutenir cette valorisation artificielle jusqu'à l'éclatement de cette bulle et le ruine des personnes qui étaient en train de faire ce commerce-là. Pour comprendre la valorisation, donc en fait, une tulipe, elle valait exactement 7 terrains de foot selon la norme de la FIFA, par exemple. Ou encore, cette même tulipe, elle valait le prix de 2 maisons de l'époque, ce qui correspond en réalité à 15 ans de salaire pour un ouvrier aux Pays-Bas, à cette année-là. Donc on voit bien la décorrélation et la grande inflation de cette bulle sur le tarif des tulipes. Et donc la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que vraiment Bitcoin, il s'apparente à la tulipomanie? Il ne faut pas faire dire au gouverneur ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit que Bitcoin, c'est la tulipomanie. En revanche, il a dit qu'il y a des corrélations, qu'il y a des éléments qui peuvent s'apparenter un peu à la tulipomanie. Donc pour analyser ce que ça peut vouloir dire, selon mon propre point de vue, c'est que la seule chose qui est proche, c'est le fait que les gens vont aller chercher à l'acheter, parce qu'elle est rare à produire d'un côté. Donc la tulipomanie, elle a eu lieu parce qu'il n'y avait que 2 mois dans l'année dans lesquels on pouvait les produire, qu'il fallait passer 7 à 10 ans pour pouvoir produire la bulbe qui va devenir la mère pour créer la semence pour créer d'autres bulbes, pour donner d'autres tulipes. Et donc ça peut s'apparenter presque à de la preuve de travail, parce que c'était impossible à falsifier. On ne peut pas produire une tulipe rare par la plantant, à part par cette seed-là, par cette graine-là, produite pendant une certaine durée de temps. Et donc en revanche, la bulle, elle a eu lieu même sur les tulipes normales. Et donc du coup, l'une des analogies possibles, c'est de dire Bitcoin qui utilise la preuve de travail, il est rare par conception, et donc en revanche, il peut ne pas avoir une valeur intrinsèque, sa valeur ne peut pas être soutenue. Cette analogie a plusieurs limites. La première limite, c'est que la crise de la tulipomanie, elle a eu lieu dans une période très courte, entre novembre et février, entre 1636 et 1637. Ce qui veut dire que c'était une croissance accélérée, une croissance exponentielle, qui a explosé parce qu'il n'y avait pas de sous-jacent et parce qu'il n'y avait pas le moyen de soutenir cette croissance-là. Ça, on ne l'a pas vu encore sur Bitcoin. Bitcoin qui est né en 2008, nous sommes en 2022, il a subi plusieurs courbes qui font de la croissance exponentielle. Il y a eu des corrections, mais qui n'a jamais baissé en dessous de la valeur précédente. Ça veut dire que la phase d'accélération, elle ne s'est jamais complètement effacée. Au contraire, elle a toujours gardé une plus-value supplémentaire. Et d'ailleurs, la croissance du Bitcoin, elle est environ de x2 en valorisation chaque 2 ans, malgré toute la volatilité. Une autre analogie possible pour les raisons de la bulle de la tulipomanie, donc qu'est-ce qui a déclenché l'augmentation exponentielle des tarifs des tulipes? On peut faire une analogie avec ce qui est peut-être en train de se passer aujourd'hui avec Bitcoin et avec l'émission monétaire des banques centrales. Certains économistes comme Charles Kindleberger ou bien Garber ont donné des arguments et ont démontré que l'une des principales raisons de la bulle, c'est qu'il y avait une autre bulle, une bulle financière qui avait lieu, avec une augmentation uniquement à Amsterdam d'augmentation de 42% de la masse monétaire, pendant la période d'emballement des prix. Donc une des raisons possibles de la création de la bulle des tulipes était en réalité, je dis bien c'était une des raisons, c'était une émission monétaire probablement excessive de plus de 42%, en fait c'était une augmentation très rapide aussi, de la masse monétaire à Amsterdam, qui a créé cette bulle, qui a rendu non soutenables les tarifs
pour les non-résidents à Amsterdam de pouvoir commercer partout au monde avec la France, avec l'Allemagne, avec d'autres pays et la Belgique, acheter et de vendre ces contrats futurs sur les tulipes, y compris les tulipes communes, pas très spéciales. Donc c'est peut-être une autre leçon qu'il faut qu'on médite. Est-ce que l'émission monétaire aujourd'hui est en train de créer une bulle dans les crypto-monnaies, notamment dans Bitcoin? Pour le moment, ce n'est pas hyper clair parce que Bitcoin, malgré l'émission monétaire très importante durant les 2 dernières années, il a gagné en valeur, mais il n'a pas gagné d'une façon exponentielle en valeur. Les politiques aujourd'hui des banques centrales de commencer à augmenter les taux, même très très peu, n'ont pas non plus baissé la valeur ou font éclater la bulle de Bitcoin. Donc mon analyse sur l'analogie entre Bitcoin et tulipomanie, elle est très 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 limitée. Et c'est exactement ce que le gouverneur de Banque de France dit, il s'apparente un peu aux bulbes de tulipes, donc il faut faire attention à la spéculation, mais ce n'est pas une vraie analogie, ce n'est pas très sérieux de dire que Bitcoin est exactement une bulle spéculative comme la tulipomanie. En revanche, il y a des vraies similitudes en termes des gens qui copient d'autres personnes pour aller acheter, donc ce qui peut augmenter les prix d'un produit rare par conception. Et pareil, il y a des analogies en termes d'émissions monétaires et d'augmentation de la masse monétaire, et peut-être un éclatement d'une bulle financière qui peut causer l'éclatement d'une probable bulle sur les crypto-monnaies. Ce qui reste à démontrer, ce qui n'a pas encore eu lieu. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu encore un éclatement d'une bulle financière, et donc il n'y a pas eu non plus un éclatement d'une bulle sur les bitcoins. Le gouverneur de Banque de France craint que les cryptoactifs représentent des risques potentiels significatifs. Donc c'est bien un risque potentiel, c'est un risque potentiel significatif relatif notamment au blanchiment de capitaux, à la violation des données personnelles et à une forte volatilité. Donc ce que la Banque de France et le gouverneur de Banque de France essayent de dire, c'est que nous croyons fortement à la valeur innovation de cette révolution technologique. On ne souhaite pas la bannir, mais en revanche, on veut simplement s'assurer de contrôler le risque potentiel qui est relatif donc au blanchiment d'argent, lutte contre le terrorisme, violation des données personnelles et la volatilité, donc les risques de perte de capitaux en spéculation. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Banque de France, la Banque Centrale Européenne et l'Europe en général est en train de mettre en place la réglementation MiCA, donc la loi MiCA Markets and Crypto Assets, pour mettre le cadre réglementaire, pour ne pas bannir, mais pour mettre le bon cadre et les bonnes règles à l'écosystème pour se développer tout en assurant des contrôles sur ces risques-là. Le gouverneur a insisté aussi que la stabilité financière, sans l'innovation, il serait synonyme de conservatisme, et qu'en revanche, l'innovation sans la stabilité financière alimenterait la méfiance et ne serait alors pas durable. Pour cela, la Banque de France supporte premièrement la réglementation. Nous devons réglementer et superviser tous les acteurs qui émettent ces nouveaux actifs, selon le judicieux principe de supervision, même activité, même risque, donc même règle. Et ce principe devait être donc étendu pour s'appliquer et se décliner sous la forme même sécurité sur les services, même conformité pour les fournisseurs, même responsabilité sur ces acteurs et même accessibilité aux utilisateurs. Le principe, il est très judicieux. En revanche, la question, c'est dans son implémentation. Il faut faire vraiment attention à ne pas tuer l'innovation dans des petites startups, simplement en leur imposant exactement le même socle réglementaire et la même contrainte réglementaire qu'une grande banque qui a des milliards en assets under management. Et donc, on risque, si on implémente exactement les mêmes règles de la même manière, sans faire des nuances, on risque d'étouffer l'innovation européenne, ce qui nous amène plus tard, malheureusement, à devoir adopter des innovations qui nous proviennent de l'étranger, comme nous avons déjà vécu ça plusieurs fois dans l'écosystème des paiements, avec par exemple l'adoption de Apple Pay et de Google Pay contre des wallets européennes ou contre des wallets françaises. Et donc on a du mal aujourd'hui à rattraper ce retard-là, et on essaye heureusement de créer des solutions alternatives européennes. Mais voilà, donc le principe il est très 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 judicieux. En revanche, il faut essayer de ne pas étouffer avec des mêmes règles réglementaires, avec la même lourdeur administrative. Le gouverneur, il rappelle aussi que les monnaies numériques de banque centrale de détail, elles soulèvent aujourd'hui encore des questions sensibles. Et que ces questions sont quel cas d'utilisation pour les ménages et du rôle des banques commerciales. C'est pour ça que certaines banques commerciales, ou même la majorité, ne sont pas encore convaincues du cas d'usage d'une monnaie numérique de banque centrale de détail. En gros, qui ressemble à du cash, mais digital, numérique et central. C'est pourquoi le gouverneur souhaite plaider pour l'instauration d'un plafond aux détentions individuelles de monnaie numérique de banque centrale. À date, on ne connaît pas le montant, mais on a entendu parler du plafond de 3 000 €.
Ce qui peut peut-être rassurer les banques commerciales pour jouer le jeu, pour distribuer ce cash digital de la Banque centrale. Et qui risque de l'autre côté de diminuer l'intérêt et l'engouement pour un euro numérique. Le gouverneur de Banque de France essaye de rassurer aussi qu'une monnaie numérique de Banque centrale n'est pas un Big Brother de banque centrale menaçant le monde libre de la finance décentralisée, la DeFi. Pour lui, il faut plutôt y voir le moyen de faire de la DeFi un succès et de la rendre durable. Là où je me réjouis de cette déclaration, c'est que ça peut vouloir dire que le gouverneur de Banque de France voit déjà une émission d'un stablecoin euro qui puisse circuler sur de la DeFi, alors qu'il soit la monnaie numérique de banque centrale ou une émanence d'un euro digital stablecoin basé sur cette monnaie numérique de banque centrale. Mais en gros, là, on voit une ouverture vers la DeFi, que la DeFi puisse bénéficier d'un euro numérique qui circule sur une blockchain, alors probablement des blockchains publiques, mais surtout d'abord, comme nous l'avons déjà vu, sur uniquement des DLT au début, pour assurer un contrôle un peu fort sur la politique monétaire et sur la stabilité financière. Le projet Donbar, qui est un projet entre banques centrales. Ce projet, il rassemble 4 banques centrales, celles de l'Australie, de la Malaisie, de Singapour et de Sud-Afrique. Donc Reserve Bank of Australia, Bank Negara of Malaysia, Monetary Authority of Singapore and South African Reserve Bank. Le projet Donbar est une des premières expériences techniques dans cet espace naissant des multi-CBDC. Donc la BRI vient de publier son rapport ce mois de mars 2022 sur le projet Donbar et elle fait état du succès de ces expérimentations, notamment pour le cas d'usage du paiement transfrontalier grosse monnaie numérique de banque centrale. Il s'est concentré autant sur l'identification des problèmes que sur leur résolution. La conclusion du projet a néanmoins amené plus de questions que de réponses, a déclaré la BRI, ce qui n'est pas illogique parce que c'est un domaine d'expérimentation très récent. Donc actuellement, les expérimentations qui ont eu lieu se sont regroupées sur 4 banques centrales. On peut imaginer que chaque banque centrale, elle gère la relation avec des banques locales, par exemple 2 banques A1 et A2 en Australie, 2 banques M1 et M2 en Malaisie, 2 banques S1 et SE à Singapour, etc. pour la Sud-Afrique. Et donc on voit que chaque banque centrale, elle gère de la monnaie numérique de banque centrale pour le compte de ces banques-là, et elle laisse le moyen donc à des banques non régulées dans son pays de détenir sa propre devise à l'étranger. Par exemple, on voit que le dollar australien il est détenu par la banque à Singapour S1. La technologie qui a été utilisée, c'était pas la blockchain publique, c'était un registre distribué, la technologie de registre distribué ou DLT, qui est mise en place entre les banques centrales participantes, avec des nœuds complets pour certaines banques. Et donc il y a le modèle ici qu'on voit bien, le modèle direct et le modèle indirect. À gauche, on voit le modèle où la banque commerciale et la banque non résidente étrangère peut avoir des relations avec la banque centrale du pays d'une façon directe, avec un legal claim et un transaction processing. Il y a l'autre modèle qui est le modèle hybride, où la banque commerciale d'un pays, elle, détient les deux relations, legal claim et transaction claim, en bleu et en orange. La banque non résidente, elle n'a qu'un droit légal, legal claim, mais elle fait le processing en passant par la banque commerciale qui elle-même détient le nœud complet de la DLT. Et sur ce schéma, on voit comment la DLT permet d'émettre des devises étrangères sur un registre distribué partagé par les banques centrales, ce qui va permettre aux banques centrales d'émettre et de contrôler, aux banques commerciales de distribuer, mais surtout de faire des transactions cross-border grâce à la DLT. Dans les résultats du rapport, nous voyons que la BIS, elle insiste sur l'automatisation possible grâce aux smart contracts, qui peuvent être aussi utilisés pour faire du paiement conditionné, donc de détenir les réserves, de ne les libérer que si certaines conditions sont en train d'avoir lieu, ou sont vérifiables, ou bien pré-identifiés. Et les exemples qui ont été expérimentés étaient des exemples de payment versus payment, ou bien de delivery versus payment. Alors parmi les limites qui ont été trouvées, c'est que les juridictions et les lois et les règles peuvent être différentes d'un pays à un autre. Donc la question c'est comment implémenter les lois locales dans la DLT. Donc il est nécessaire d'avoir un socle commun, mais de permettre des spécificités, ce qui n'a pas été complètement résolu dans les expérimentations. Il y a un besoin de dessiner des frontières de gouvernance aussi. Donc les questions de gouvernance, c'est un risque systémique d'exposition des banques centrales reliées entre elles. Et un autre frein, c'était des freins liés à la gouvernance. La gouvernance, elle peut poser un risque systémique d'exposition des banques centrales entre elles lorsqu'elles sont reliées par cette DLT. Il y a eu des limites sur l'universalité et l'autonomie du service. Parmi les questions qui restent ouvertes, c'est le choix entre un accès direct ou un choix hybride, un accès hybride, surtout pour les banques non résidentes.
et qu'il y a des limites sur les juridictions. En gros, chaque pays peut avoir des règles différentes sur les paiements qu'il va falloir implémenter. Et donc la difficulté va être, c'est quel socle commun trouver. 2, comment permettre de respecter les spécificités et customiser donc les règles sur la DLT pays par pays, ce qui peut casser l'exécution complète de la transaction sur toute sa chaîne de valeur. D'autres limites qui ont été trouvées, c'est des limites sur la gouvernance. En fait, la gouvernance, elle apporte un risque systémique pour les banques centrales qui est exposé avec son lien avec une autre banque centrale sur cette DLT-là. Et il y a d'autres limites sur l'universalité et l'autonomie du service. Ce schéma illustre le transfert d'1 million, par exemple, de dollars d'une banque A à une banque B entre 1 et 3, et on voit que ça passe par les intermédiaires qui sont les sponsor banks, et donc ce n'est pas du tout un envoi direct comme des blockchains de type Bitcoin ou Ethereum. En revanche, c'est une amélioration pour les virements transfrontaliers aujourd'hui sur l'écosystème existant actuel avec SWIFT et le correspondent banking. Et dans le flow d'une transaction de paiement, on voit bien qu'il y a un niveau de contrôle qui est fait par des sponsor bank for sender and for recipient bank, qui est le KYC, le risk management et tous les screenings qui doivent être faits sur les transactions. Et chaque acteur doit faire tous ses due diligence, vérifier la liquidité, faire l'AML, le contrôle contre le financement du terrorisme et le KYC des opérations. En termes de technologie, les expérimentations des banques centrales, des 4 banques centrales que nous avons citées, se sont basées sur des technologies, comme je l'ai dit, de DLT, et ils ont choisi 2 DLT, R3 qui est de Corda, donc R3CEV, qui est une technologie de registre distribué qui ne possède pas une crypto-monnaie intrinsèque. En revanche, elle permet d'émettre des cryptoactifs et elle permet de choisir aussi des mécanismes de consensus spécifiques. Et la deuxième DLT utilisée, c'était Quorum. Quorum qui est une émanence d'Ethereum, mais pour en mode consortium. Et les 2 prototypes ont été développés sur le cloud, sur une infrastructure cloud. R3 était déployé sur Azure par exemple, alors que l'autre elle était déployée sur Amazon Web Services. Ce qui résulte des expérimentations techniques, c'est que la scalabilité reste un problème et la performance reste un problème, surtout si on grandit les volumes, si on essaye de faire passer des grands volumes. Surtout si les banques commerciales doivent être des nœuds complets et des nœuds directs. Dans ce cas-là, il y aura un problème de scalabilité de l'écosystème et de sa performance. En revanche, la difficulté que ça mène, c'est qu'il y aura un problème de privacy, donc de la protection des données privées, par un système hybride et indirect de participation. En conclusion, nous voyons bien que les banques centrales avancent très vite dans, d'un côté, l'adoption de monnaie numérique de banque centrale, de l'autre côté, des expérimentations d'interopérabilité de ces monnaies numériques de banque centrale entre elles. On voit bien que la révolution blockchain a poussé les banques centrales à adopter au moins la technologie des registres distribués pour plusieurs raisons, économiques, innovation, technologique et sécurité. On voit bien qu'aujourd'hui, SWIFT par exemple, elle n'arrive pas à résoudre seule le problème de paiement instantané et transfrontalier. Nous avons parlé dans d'autres revues Value Chain de l'importance de résoudre les difficultés des paiements cross-border qui sont très lents, qui peuvent prendre des jours et des semaines, qui sont très coûteux avec des commissions très élevées. Et là, les banques centrales essayent de résoudre ce dernier défi pour l'intégration des banques centrales entre elles grâce à la technologie qui a été inventée d'abord par Bitcoin. Je voudrais vous parler d'une information qui nous provient de la Thaïlande sur les crypto-paiements. Ça, c'est une information qui n'est pas positive parce que la Thaïlande, elle a décidé d'interdire les crypto-paiements. Elle a décidé d'interdire les paiements en crypto-monnaie. Ceci dit, la Thaïlande elle veut rester ouverte sur l'usage des cryptoactifs, dans la spéculation en tant que réserve de valeur peut-être, mais pour des raisons qu'elle considère de stabilité économique et financière et donc de la politique monétaire du pays, la SEC, Thailand's Security and Exchange Commission, elle a pris cette décision. Elle a donné 30 jours aux acteurs crypto-paiements du pays pour se conformer. Une remarque sur cette information, c'est de dire que Bitcoin et les autres crypto-monnaies sur des blockchains publiques, ils ont encore une bataille à gagner. Et c'est leur plus grande bataille, et c'est la dernière qu'ils doivent gagner pour devenir des crypto-monnaies, pour pouvoir porter ce nom-là. Ils doivent être utilisés en tant que moyen de paiement. Et comme je l'ai dit dans mon interview avec Richard Détente sur Grand Angle Crypto, la seule source de valeur d'une crypto-monnaie, c'est sa circulation et rien d'autre. C'est pas le fait qu'elle soit mise en tant que réserve de valeur. Si elle ne circule pas, c'est sa vélocité qui lui crée de sa valeur. Et donc, la circulation, ça veut dire être utilisé comme moyen de paiement. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des pays qui ouvrent les vannes, qui permettent aux crypto-monnaies d'être utilisées en tant que moyen de paiement. Aujourd'hui, en Europe, c'est encore légal, ce n'est pas interdit. En revanche, il y a de la pression et il y a de la difficulté pour le mettre en place, avec plein de raisons, sur les impôts par exemple, sur la flat tax,
ou sur des offres pas assez concurrentielles par rapport à des offres du paiement classique. Donc en revanche, voilà, ça c'est la grande bataille aujourd'hui des crypto-monnaies. Elles doivent convaincre tous les acteurs, hein, la population, mais aussi les régulateurs, ainsi que les grands institutionnels, qu'elles peuvent être utilisées comme des moyens de paiement. Et c'est exactement la tendance de Bitcoin qui essaye de mettre en place le Lightning Network, ainsi qu'Ethereum, qui passe bientôt cet été-là à Ethereum 2.0 avec la Proof of Stake, afin de pouvoir brasser plus de transactions de paiement. Pareil, avec les nouvelles blockchains alternatives qui essaient de proposer une très grande capacité de traitement de transactions paiement. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que certains pays, pour des raisons de protectionnisme, essayent d'interdire uniquement l'usage en paiement, donc ne pas donner cours légal au Bitcoin, alors que d'autres pays, en revanche non, eux s'ouvrent et l'adoptent soit officiellement avec un cours légal et cours forcé, soit en tant que alternative à un moyen de paiement ou assimilé à une monnaie, à une devise étrangère, comme la Russie. Je vous donne maintenant un update sur les dons qui ont été faits en crypto-monnaie pour l'Ukraine, pour aider l'Ukraine. Ce sont des crypto-paiements qui ont eu lieu avec des différentes crypto-monnaies, que ce soit de la BNB, du Bitcoin ou des stablecoins ou de l'Ethereum. Et donc le montant total aujourd'hui, il a dépassé les 63, presque 64 millions de dollars donnés en crypto-monnaie. Donnés donc au gouvernement ukrainien ainsi qu'à des NGO ukrainiennes. Et on voit sur Internet circuler beaucoup d'articles, dont un récent sur Usine Digitale, qui parle de l'utopie Bitcoin, s'est-elle fracassée sur la guerre en Ukraine. On parle donc maintenant du moyen de pouvoir, d'un côté, bloquer des transactions crypto sur des pays comme la Russie, ou de pouvoir le comparer simplement à un autre moyen comme Swift qu'on peut contrôler. Et on voit circuler beaucoup d'articles qui disent, par exemple, l'utopie Bitcoin s'est-elle fracassée sur la guerre en Ukraine. Donc le titre il est faux, simplement parce que les crypto-monnaies et surtout Bitcoin ont permis d'aider beaucoup d'NGO et même le gouvernement ukrainien, même si ils ont été utilisés pour essayer d'implémenter aussi des sanctions. Donc l'argument qui est levé contre Bitcoin, c'est que simplement, il est comme tout un autre moyen de paiement, il est comme Swift, il est comme la carte Visa ou la carte CB, on peut le bloquer, on peut l'interdire. Or c'est faux, pour plein de raisons. D'abord parlons des sanctions sur la Russie. Il y a eu des sanctions SWIFT, il y a eu des sanctions Visa, Mastercard et donc des émetteurs, mais il y a aussi des sanctions économiques, des entreprises qui ont arrêté juste de travailler là-bas sur place, comme Apple qui a arrêté de faire ses ventes, ou Total qui bloque certains services aussi là-bas en Russie. Mais la question ici de comparaison avec Bitcoin, elle ne tient pas, simplement parce que si SWIFT, on peut bloquer le service, même sur Swift, on ne l'a pas bloqué entièrement, on continue à pouvoir faire des paiements vers la Russie pour pouvoir acheter donc du gaz depuis l'Europe, entre autres. Donc les sanctions, elles ne sont pas complètes encore sur l'écosystème classique. Et c'est pareil avec l'écosystème crypto, c'est pareil dans le sens où certains exchanges ont sous contrôle arrêté de servir des Russes, arrêté de servir toute la population russe, hein, elle est bloquée. En revanche, d'autres exchanges comme Binance, elle n'a pas accepté à le faire, simplement parce que physiquement ce n'est pas possible pour certains cas, d'autres cas parce qu'elle se refuse de le faire. Mais ce n'est pas tout. La comparaison, elle ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, s'il y a des exchanges réglementés, il y a des exchanges non réglementés. Et en plus, pour toute personne qui a la compétence technique, elle peut exécuter des transactions en Bitcoin, en Ether sur des blockchains publiques sans jamais passer par un exchange, ni régulé ou quoi que ce soit. Elle peut. En revanche, ça nécessite une maîtrise technique un peu importante pour pouvoir télécharger tout le registre de Bitcoin, avoir un nœud local en Russie et pouvoir faire ces transactions. Donc je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis simplement que physiquement parlant, il y a des leviers pour faire des sanctions, pour imposer des sanctions sur un écosystème d'exchange contrôlé. En revanche, on ne peut pas l'imposer sur la blockchain elle-même. Et on peut transacter, on peut faire des opérations sur le blockchain public sans jamais passer par des exchanges. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai rapporté dans l'une des vidéos que j'ai pu poster précédemment, depuis 2 semaines, en disant que le taux de la demande et donc le tarif d'un Bitcoin en Russie, il a dépassé son sommet historique grâce à une demande locale très forte. En revanche, son prix est décorrélé du prix mondial, parce qu'on ne peut pas vendre le Bitcoin pour obtenir du dollar en Russie. On ne peut pas venir en Russie avec de la devise étrangère pour acheter du rouble, puis acheter sur place du Bitcoin. Donc voilà, voici une réponse rapide sur les arguments qui disent que Bitcoin c'est comme Swift, on peut implémenter des sanctions là-dessus. C'est simplement faux. En revanche, il y a des moyens de limiter certains accès sur certains exchanges régulés. Je rappelle
Si ce ne sont pas vos clés privées, ce ne sont pas vos crypto-monnaies. Donc faire très attention, si vous utilisez une clé Ledger ou une clé équivalente, vous êtes plus en sécurité. Si votre clé elle est gérée par l'exchange, c'est elle qui détient les monnaies pour vous, les crypto-monnaies pour vous. Si elle subit un hack, s'il y a une sanction, s'il y a un capital control, il s'appliquera simplement sur ces montants qu'ils détiennent pour vous. Donc faire très attention à comment vous gérez vos crypto-monnaies. Même si ça nécessite un peu de formation, formez-vous, regardez sur Internet et dotez-vous de la capacité de devenir votre propre banque dans ce système-là. Aujourd'hui, pour les sanctions, on voit que la Russie, elle essaye d'un côté de détourner les sanctions sur SWIFT qui ne sont pas complètes, elles ne sont pas à 100% parce qu'on continue à les payer pour acheter du gaz. En revanche, elle essaie de créer un système équivalent à SWIFT en Asie. De l'autre côté, elle essaie d'adopter des cartes émises, donc elle essaie d'adopter des scheme cards chinois, ce qui risque malheureusement de fragmenter l'écosystème et la chaîne de valeur des paiements mondiales. Voilà, à cause de ce conflit très malheureux, cette guerre abominable qu'il convient d'arrêter le plus vite possible et d'aider les réfugiés à retrouver leur maison si possible, à réparer pour eux si possible. Voilà, on voit bien que donc, dans cet écosystème, la blockchain elle est impartiale, elle est neutre, elle est toujours résistante à la censure, résistante à la manipulation, même si elle essaye de se conformer à des règles de lutte contre le blanchiment, lutte contre le terrorisme, et ça c'est essentiel aussi. Pour terminer la revue de cette semaine, j'ai deux informations encore importantes à partager avec vous. La première, elle nous provient de Malaisie. Donc la Malaisie, où il y a un ministre qui a proposé au gouvernement d'adopter officiellement Bitcoin pour lui donner un cours légal. Le ministre s'appelle Zahidi Zainul Abidin. Un autre député en Malaisie, il a fait une demande officielle au Parlement pour étudier comment rendre et donner cours légal au Bitcoin dans le pays. Ce serait un moyen de le mettre en place sous contrôle et sous supervision aussi donc de la SEC, Securities Commission, et de la Banque centrale malaisienne. Et la deuxième information, après la Malaisie, c'est que le Honduras, le pays qui est juste mitoyen et à côté du Salvador, il est en train d'adopter, ou il serait en train d'adopter, la crypto-monnaie Bitcoin comme monnaie ayant cours légal dans son pays. L'information, elle n'est pas encore à 100% confirmée, donc attention à prendre avec beaucoup de précautions, mais le président du pays, la présidente Xiomara Castro, elle a déclaré que le Salvador ne doit pas être le seul pays qui puisse échapper à l'hégémonie du dollar. Elle a déclaré aussi qu'elle souhaite pousser l'Honduras pour qu'il devienne un pays du premier monde, en adoptant probablement le Bitcoin comme monnaie ayant cours légal dans son pays. Donc l'information, elle a aussi été rapportée par Max Keiser, qui est un journaliste ou un économiste très connu, avocat donc de l'adoption de Bitcoin. Il est un Bitcoin maximaliste. Mais en revanche, il n'y a aucune information officielle aujourd'hui qui nous provient du Honduras. Sachant que les gens ont voté sur les pays qu'ils pensent qu'ils adopteraient le Bitcoin comme monnaie en cours légal. Et le Honduras, c'est une surprise parce qu'il ne figurait pas du tout dans les top 10 des pays. Donc comme vous le constatez, certains pays essayent d'interdire le paiement en Bitcoin, d'autres essayent de l'adopter en tant que moyen de paiement, d'autres l'adoptent comme monnaie légale du pays, donc comme le Salvador, ou peut-être le Honduras et la Malaisie. Il faut voir comment, ça va être très intéressant de suivre l'évolution de l'adoption de la blockchain et des crypto-monnaies. Et pour cela, il faut rester sur notre chaîne Value Chain. Sur ce, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.